Un étudiant quitte une fête, demande qu'on vienne le chercher, et des caméras suivent sa trace à travers la ville jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Un pompier britannique en vacances en Thaïlande, les dernières images le montrent en train de sprinter vers son hôtel en regardant par-dessus son épaule. Une femme de 84 ans est en sécurité chez elle jusqu'à ce qu'une silhouette masquée débranche sa sonnette avec caméra à 1h47 du matin, restée pour entendre la demande de rançon qui a suivi. Podcast Chills, même voix, cauchemar différent. Numéro 6. Lorsque Jack a disparu après une fête, une ville remplie de caméras n'a pas permis de voir où il était allé. Jack O'Sullivan était diplômé en histoire et étudiait le droit lorsqu'il a disparu dans la nuit du 3 mars 2024 à Bristol, en Angleterre. Il vivait avec ses parents dans sa ville natale, menant une vie sociale normale et dynamique pour son âge, soutenu par sa famille dans ses choix. Pour ses parents, il n'était pas inhabituel que Jack leur dise qu'il allait à une fête dans une maison à la périphérie est de la ville ce samedi soir. Sa mère a même proposé de rester éveillée pour s'assurer qu'il rentre à la maison en toute sécurité. Elle avait tendance à s'inquiéter, comme la plupart des mères. Même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait jamais imaginé les horreurs que cette nuit lui réservait. Les parents de Jack lui ont dit au revoir ce soir-là, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'ils le verraient. Jack était en mode fête, buvant et s'amusant, sans penser à ce qui allait arriver ensuite. Ce plaisir s'est poursuivi sans interruption jusqu'à ce qu'il décide finalement de rentrer chez lui, à 2h53 du matin. Il a quitté la fête et a appelé sa mère pour lui dire qu'il allait réserver un taxi et qu'elle pouvait enfin aller se coucher. Cependant, 20 minutes plus tard, il semble que le taxi n'était toujours pas arrivé. Jack a été filmé par une caméra de surveillance en train de marcher le long d'une route dans les environs. 10 minutes plus tard, il était de nouveau au téléphone, cette fois avec un ami qui avait été avec lui à la fête. L'appel a réussi à la deuxième tentative, mais la ligne a vite été coupée. Il a été revu à 3h25 puis 10 minutes après, avant que tout ne cesse soudainement. 3 heures se sont écoulées sans signe. L'application. Localiser mes amis a brièvement détecté une activité sur le téléphone de Jack à 6h44 puis tout s'est définitivement éteint. Les parents de Jack se sont réveillés plus tard ce matin-là et ont aussitôt vu que Jack n'était pas rentré de sa soirée. Malgré l'appel rassurant passé à sa mère la veille, cela restait un motif d'inquiétude immédiate. Ils l'ont signalé comme disparu plus tard dans la journée, ce qui a déclenché une enquête au cours de laquelle la police a passé au crible des centaines d'heures d'images de vidéosurveillance pour finalement voir Jack apparaître dans le champ, puis disparaître tout aussi rapidement. Ils ont rapidement découvert l'écart de 3 heures dans son activité, entre la dernière fois où il a été aperçu sur les caméras et le dernier mouvement enregistré sur son téléphone, et peu après, ils ont compris l'implication terrifiante. Quelque chose s'était produit pendant ces 3 heures qui avait fait disparaître Jack de la surface de la Terre. Personne ne pouvait dire quoi, mais quelque chose s'était passé. Et malgré tous leurs efforts, leurs recherches restaient vaines. Les chances de le retrouver diminuaient de seconde en seconde. L'enquête a alors pris une tournure psychologique. Aussi ivre qu'il était, l'état d'esprit de Jack avant l'incident n'avait donné aucune raison de s'inquiéter. En plus du foyer stable dans lequel il vivait, c'était un jeune homme instruit avec de réelles perspectives d'avenir. Il n'avait aucun antécédent de maladie mentale et il n'avait pas non plus agi de façon erratique dans la période précédant sa disparition. Quoi qu'il se soit passé, cela ne semblait pas être de son fait. Cependant, il y avait une possibilité. La zone où Jack a été vu pour la dernière fois n'était pas particulièrement dangereuse, mais à 3, 4 ou 5 heures du matin, le matin, si quelque chose devait mal tourner, cela pourrait très mal tourner et personne ne serait là pour le voir. C'est ce qui a poussé les enquêteurs à analyser l'itinéraire qu'avait emprunté Jack à la recherche de tout signe de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait pu lui nuire, et c'est là qu'ils l'ont vu. L'itinéraire de Jack l'avait mené sur un pont au-dessus de la rivière Avon, un cours d'eau profond et rapide aux berges souvent non protégées sur de nombreux kilomètres. Si Jack était tombé, le froid et la faible visibilité l'auraient vite désorienté. Même en atteignant les parois abruptes en béton, il aurait constaté qu'il était impossible de s'y accrocher et que personne ne pouvait entendre ses appels. Bien sûr, ce n'était qu'une théorie, et même si elle s'avérait vraie, cela n'expliquait pas pourquoi la police n'arrivait toujours pas à retrouver un corps. Cette absence suffisait à la famille de Jack pour s'accrocher à l'espoir, et ils avaient une véritable raison de croire qu'il s'agissait d'une erreur. D'une part, l'activité sur le téléphone de Jack a continué jusque tard dans la matinée, ce qui en faisait le moment le moins probable pour qu'il tombe dans la rivière. Alors que la visibilité revenait et l'effet de l'alcool diminuait, l'appel qu'il avait passé à sa mère résonnait encore dans sa tête. Qu'est-ce qui l'a empêché de prendre ce taxi? Pourquoi a-t-il décidé d'errer dans les rues à la place? Tout cela laissait place à une possibilité plus sombre que sa famille hésitait même à envisager. Peut-être que Jack a rencontré quelqu'un dans ces rues désertes, et c'était peut-être le dernier visage qu'il ait vu. L'affaire reste ouverte.
22 mois plus tard, les parents de Jack cherchent toujours leur fils, disparu vêtu d'un t-shirt blanc, d'une veste noire, d'un pantalon sombre et de baskets blanches. Si vous avez des informations concernant la disparition de Jack O'Sullivan, contactez la police d'Avon et Somerset ou faites un signalement anonyme via Crime Stoppers. Numéro 5. Une étudiante était en vacances de printemps lorsqu'elle a disparu à la plage. L'affaire reste non résolue à ce jour. Les enquêteurs ont été stupéfaits par la rapidité de sa disparition et n'ont pas élucidé ce qui s'est passé cette nuit-là. Sudiksha Kananki est né en Inde, mais étudiait à l'université de Pittsburgh. Son rêve était de faire carrière dans la médecine. Elle et 5 autres étudiants étaient partis à Puticana, en République dominicaine, pour célébrer les vacances de printemps avec une semaine de bronzage, de boissons et de fêtes. Les vacances avaient commencé comme prévu. Sudiksha et ses amis ont pris l'avion le 3 mars, arrivant à l'hôtel Rio Republica, où ils se sont rapidement mis dans l'ambiance des vacances. Au cours des jours suivants, le groupe a beaucoup bu, restant dehors jusqu'aux premières heures de chaque matin avant de retourner à l'hôtel en petits groupes de 2 ou 3. Rien d'inhabituel ne semblait se passer, mais le 6 mars, 3 jours après le début des vacances, tout a changé. La soirée avait commencé normalement. Vers 3 heures du matin, Sudiksha et ses amis ont été vus en train de boire et de s'amuser au bar de l'hôtel. Seulement, quelque part en cours de route, ils avaient été rejoints par 2 hommes. L'un d'eux était un étudiant de 22 ans originaire de l'Iowa, nommé Joshua Reba, qui s'était bien entendu avec Sudiksha alors qu'ils avaient fait la fête plus tôt dans la soirée. À ce jour, les autorités n'ont pas publiquement affirmé qu'il était responsable de sa disparition, mais il a été interrogé dans le cadre de l'enquête. Le groupe a continué à boire jusqu'à 4h15 du matin, moment où ils ont décidé de se diriger vers la plage, peut-être pour aller nager de nuit. Ils sont restés sur la plage pendant environ 45 minutes avant que la majorité d'entre eux ne rentrent dormir. Seuls 2 des 7 sont restés, Joshua et Sudiksha. Ce qui s'est passé ensuite n'a toujours pas été expliqué à ce jour. Joshua s'est réveillé près de 4 heures plus tard, allongé sur une chaise longue sans personne autour. À ses côtés étaient les vêtements de Sudiksha, mais elle restait introuvable sur la plage. Joshua, tout comme Sudiksha, avait été très alcoolisé la nuit précédente, donc il n'y a pas tout de suite prêté attention. Il a pensé qu'elle était partie discrètement dans la nuit, oubliant ses vêtements. Ce sont les amis de Sudiksha qui ont d'abord remarqué un problème. Sudiksha était une personne sympathique et posée, prête à s'amuser follement comme les autres, mais jamais encline à un comportement erratique ou imprudent. Au début, ils pensaient qu'elle était retournée dans sa chambre, mais après des heures sans nouvelles, ils ont décidé de ne plus attendre. Sudiksha a été déclaré disparu peu après midi, déclenchant une recherche et une enquête où tous ses amis ont été interrogés et Joshua placé en garde à vue. Il a rapidement été établi que les amis ne savaient pas grand-chose sur ce qui s'était passé, les images de vidéosurveillance confirmant qu'ils étaient bien retournés à l'hôtel, laissant leur ami sur la plage. Pour Joshua, sa version initiale des faits était la suivante. Une fois que lui et Sudiksha se sont retrouvés seuls sur la plage, ils ont décidé d'aller nager dans l'océan, mais ils ont été renversés par une énorme vague en entrant dans l'eau. Joshua a dit avoir réussi à la ramener sur le rivage, mais la dernière fois qu'il l'a vue, elle avait de l'eau à la taille. Il lui a crié pour lui demander si elle allait bien, mais alors qu'elle répondait, il a commencé à recracher de l'eau de mer et n'a jamais entendu sa réponse. Il s'est évanoui sur une chaise longue, se réveillant plus tard ce matin-là et supposant que Sudiksha était parti retourner à l'hôtel. Les autorités ont examiné le récit de Joshua dans le cadre de l'enquête. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que Sudiksha ait été emporté au large pendant que Joshua dormait. Cela était rendu plus probable par leur forte intoxication, la faible visibilité à ce moment-là et les conditions agitées dont Joshua a parlé. Un détail évoqué dans le cadre de l'affaire était que Joshua avait de l'expérience en tant que maître nageur. De plus, les informations rendues publiques n'ont pas précisé des détails tels que la capacité de Sudiksha à nager ou ce qui a été communiqué au moment de sa disparition. Il est resté impliqué dans l'enquête tandis que les autorités poursuivaient leurs investigations. Les parents de Sudiksha se sont quant à eux rendus à Punta Cana pour participer aux recherches. Ils ont publiquement demandé des informations sur leur fille, insistant sur le fait qu'une telle disparition ne lui ressemblait absolument pas. 2 semaines ont passé sans aucun signe. Chaque jour qui passait réduisait les chances de la retrouver et Joshua a ensuite cherché à retourner aux États-Unis pendant l'enquête. Finalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Joshua a reçu un passeport d'urgence de l'ambassade des États-Unis à Saint-Domingue le même jour où les parents de Sudiksha ont finalement perdu espoir alors qu'ils prenaient l'avion pour retourner aux États-Unis. Ils demandaient à la police nationale dominicaine de déclarer légalement leur fille décédée. À ce jour, l'affaire reste extrêmement incertaine. Alors que l'affaire reste ouverte aux États-Unis, les autorités dominicaines l'ont classée comme une noyade, ce qui a suscité de vives critiques, parce que son corps n'a jamais été retrouvé.
Et Joshua n'a été accusé d'aucun crime et n'est plus considéré comme une personne d'intérêt par les autorités. Les autorités n'ont publiquement identifié aucun suspect en lien avec sa disparition. Numéro 4. La star britannique de télé-réalité et pompier Jordan Wright a disparu en vacances, laissant ses fans désespérés d'apprendre ce qui s'est passé. Jordan était originaire du comté d'Essex, en Angleterre, où il avait travaillé comme pompier puis comme DJ avant de devenir célèbre. Son premier succès commercial est venu grâce à l'émission de télé-réalité britannique X on the Beach, où sa relation passée avec une autre star de la télé-réalité, Vicky Patterson, l'a propulsé sous les projecteurs. S'appuyant sur le succès de la série, Jordan est apparu l'année suivante dans une autre émission appelée The Only Way is Essex, s'imposant comme une étoile montante de l'industrie du divertissement. La controverse a surgi après des allégations selon lesquelles Jordan aurait pris un congé maladie payé à la brigade des pompiers de Londres pour participer à l'émission, le poussant à quitter la télé-réalité et reprendre la lutte contre les incendies. Tout simplement, l'étoile montante s'était éteinte et Jordan s'est retiré de la vie publique, sans jamais revenir. Du moins, c'est ce que les gens pensaient à l'époque. Pour ceux qui suivaient encore sa page Instagram au fil des années qui ont suivi l'incident, il était devenu évident que Jordan avait déménagé à l'étranger fin 2025, s'installant en Thaïlande et publiant sur sa nouvelle vie au paradis. Cependant, très vite, l'illusion allait être brisée. Au début du mois de mars 2026, Jordan s'est enregistré seul dans un hôtel sur l'île de Phuket, connu pour ses plages tropicales et sa vie nocturne animée. Cela semblait être l'endroit idéal pour quelqu'un qui avait toujours vécu parmi la foule, et une dernière publication Instagram, faite le 6 mars, montrait Jordan se détendant dans une piscine et profitant de la cuisine locale. Cependant, une semaine plus tard, le jour où Jordan devait quitter l'hôtel, le personnel s'est inquiété en ne voyant aucune trace de la star de la télé-réalité. La fouille de sa chambre a montré que ses affaires étaient intactes, mais il restait introuvable, et c'est alors que les choses ont commencé à se dégrader. Des images troublantes de la nuit précédant la disparition de Jordan montrent que quelque chose semblait le suivre alors qu'il courait vers sa chambre d'hôtel. Jetant un regard craintif par-dessus son épaule, la vidéo a été prise juste avant minuit, le 12 mars, la veille du jour où il devait quitter l'hôtel. Les recherches pour retrouver Jordan ont débuté aussitôt, aidés par ses proches en Angleterre, mais la situation restait sombre. Les heures passaient et les chances de retrouver Jordan devenaient de plus en plus minces, et soudain, de nouvelles images sont apparues, rendant la situation bien plus sinistre. Une vidéo prise devant l'hôtel de Jordan, environ 12 minutes après la précédente, a capturé une conversation tendue entre lui et une autre personne au téléphone. L'identité de l'interlocuteur à l'autre bout du fil reste inconnue, mais pendant leur conversation, Jordan semblait se préparer à une confrontation sérieuse, disant à la personne qu'il allait être absent longtemps et qu'il devait pouvoir se défendre. On en sait peu sur la véritable nature de l'appel, mais les conséquences qui ont émergé un peu plus d'une semaine plus tard racontent leur propre histoire. Le 20 mars, le corps sans vie de Jordan a été retrouvé le visage dans l'eau, dans une flaque d'eau stagnante, dans un fossé de drainage près de l'hôtel. Aucune trace d'agression n'a été trouvée sur le corps de Jordan, et les détectives qui ont enquêté dans sa chambre affirment qu'il n'y avait ni effraction, ni trace de désordre, laissant les derniers instants de Jordan Wright dans un mystère total, alors que l'enquête reste ouverte. La vidéo troublante est le seul indice laissant penser qu'un acte criminel a pu être impliqué. Numéro 3. Une nuit, des jumeaux ont disparu, laissant un message énigmatique qui a déconcerté les enquêteurs. Elisa et Henrietta Housty étaient deux sœurs et faisaient partie de triplés, nés en Hongrie avant de déménager en Écosse, à Aberdeen, en 2015. Elles partageaient un appartement au centre-ville, Elisa étant femme de chambre à l'hôtel et Henrietta travaillant dans un café. Leur situation financière était apparemment confortable et les deux sœurs étaient censées économiser pour acheter une maison lorsque tout à coup, la tragédie a frappé. À 2h12 du matin, le 7 janvier 2025, un message ambigu a été envoyé à la propriétaire des sœurs, l'informant qu'elle ne reviendrait pas à leur appartement. Peu après, le téléphone a été déconnecté. Choquée et confuse à la découverte du message, la propriétaire a signalé ses inquiétudes à la police. Plus tard, ils sont venus à l'appartement pour avoir des nouvelles des sœurs, mais leur découverte les a bouleversés. Les sœurs étaient introuvables, bien que leur appartement soit encore rempli de toutes leurs affaires. Cela soulevait la question, pourquoi auraient-elles prévenu la propriétaire de leur départ si toutes leurs affaires étaient restées dans l'appartement? La police avait d'autres motifs d'inquiétude. Les sœurs vivaient à Aberdeen depuis près d'une décennie. Elles ne venaient pas d'arriver en ville et tout dans leur vie semblait normal. Du moins, c'était la vie de leur mère qui les avait appelées quelques jours plus tôt et n'avait rien trouvé d'anormal. Seulement, pendant cet appel téléphonique, ces filles n'avaient absolument pas mentionné leur intention de quitter leur appartement.
Il s'avère que personne n'était au courant de cette décision, et la manière précipitée dont la propriétaire elle-même en a été informée était pour le moins troublante. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs ont rapidement compris la gravité de la situation et ont immédiatement commencé à rechercher les femmes disparues. Comme dans toute enquête similaire, certaines hypothèses clés devaient être envisagées. La principale préoccupation était qu'on ait pu faire du mal aux sœurs. Cela pourrait expliquer le message précipité et le silence des sœurs envers leur famille, mais une possibilité plus inquiétante demeurait. Bien que leur situation financière soit stable et qu'il n'y ait aucun antécédent de problème de santé mentale, ce qui rendait cette possibilité peu probable, il était impossible d'écarter l'hypothèse que les sœurs aient disparu de leur propre gré. Avec cela à l'esprit, les agents commencèrent à retracer le message qui avait été envoyé au milieu de la nuit, découvrant qu'il provenait du quartier de Torrey à Aberdeen, un district connu pour son passé industriel, sa communauté soudée et la célèbre rivière Dee qui le sépare du centre-ville. Cette découverte était significative à plus d'un titre. La rivière avait joué un rôle majeur dans la vie d'Elisa et d'Henrietta car elles s'y rendaient souvent pendant les mois d'été pour nager et s'amuser. En janvier, la situation était différente. Si les sœurs étaient entrées dans la rivière, elles risquaient vraiment de geler. De plus, les marées et les courants étaient tout à fait capables d'entraîner une personne vers le port, ce qui signifiait que le corps pouvait disparaître de la vue en quelques minutes. Au début, ce n'était qu'une théorie, mais très vite, les enquêteurs sont tombés sur des images troublantes. Le jour de leur disparition, les sœurs avaient été photographiées en train de traverser le pont Victoria sur la rivière Dee. Quelques heures plus tard, vers 2 heures du matin, elles sont revenues sur le pont et ont bifurqué à droite sur un sentier longeant celui-ci. C'était la dernière fois que l'une ou l'autre des sœurs était vue. À ce stade, la théorie principale semblait de plus en plus probable. Il semblait que les sœurs étaient entrées dans la rivière d'une manière ou d'une autre depuis la berge, envoyant un message à la propriétaire juste avant de le faire. Leur présence près de la rivière à une heure aussi matinale était déjà en soi anormale, et les événements qui ont suivi ont suscité encore plus d'inquiétude. Cependant, un problème subsistait encore et empêchait les agents de clore l'affaire. Aucun corps n'avait été retrouvé nulle part le long de la rivière, ni aperçu dans le port. Cela n'était pas inhabituel en soi. De nombreux cas de personnes disparues découlaient exactement des mêmes circonstances que celui-ci, mais tant que leur corps n'était pas découvert, il restait encore l'espoir qu'Elisa et Henriette soient encore en vie d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, le 31 janvier, 2 semaines après leur disparition, les corps des sœurs furent retrouvés dans la rivière Dee et l'un près du pont de la Reine Victoria, là où les sœurs seraient apparemment entrées. Une autopsie confirma ce que la police soupçonnait déjà. Les sœurs s'étaient noyées et leur décès n'était pas considéré comme suspect. Malgré cela, quelque chose restait encore à expliquer. Si les sœurs allaient bien et sans antécédents psychiatriques, qu'est-ce qui aurait pu les conduire à entrer dans une rivière glacée en pleine nuit? De plus, pourquoi ont-elles envoyé un message à la propriétaire plutôt qu'à leur mère? Un acte qui a prolongé l'enquête et empêché leur famille d'obtenir des réponses. À ce jour, beaucoup restent peu convaincus par la conclusion de cette affaire, certains soutenant que la mort des sœurs pourrait être un accident. D'autres avancent des explications rares, comme la folie à deux, où une maladie mentale apparaît dans une relation étroite entre deux personnes. Quelle que soit la réalité, nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé sur la berge cette nuit-là. Numéro 2. Pendant 11 jours, elle a disparu sans laisser de traces, perdue dans l'outback australien, sans nourriture, sans eau, sans aucune chance. Carolina, âgée de 26 ans, était une touriste allemande qui avait disparu de la surface de la Terre en juillet 2025. Elle voyageait seule à travers l'outback australien dans un van contenant toutes ses affaires lorsque quelque chose a mal tourné. Bien que les faits initiaux restent flous, Carolina avait quitté Perth, en Australie occidentale, pour se rendre vers l'est, dans la région du Wheatbelt, plus à l'intérieur des terres. C'est une vaste plaine isolée, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres, ce qui la rend plus grande que beaucoup de pays, mais surtout, elle est presque entièrement vide. Le manque d'autres personnes est ce qui attire beaucoup de visiteurs dans la région, et en juillet 2025, c'était exactement ce que Carolina avait en tête, seulement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Carolina était en contact régulier avec ses parents restés en Allemagne, alors après plusieurs jours sans nouvelles en plein voyage, ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Leur fille parcourait l'Australie depuis 2 ans, travaillant sur des sites miniers et logeant dans diverses auberges autour de Perth. Son mode de vie semi-nomade rendait presque impossible de prévoir sa localisation, si bien que lorsqu'elle a cessé de donner des nouvelles, ses parents ignoraient totalement où elle pouvait être. Perdus et paniqués, ils ont signalé sa disparition et quelques jours plus tard, le 4 juillet, Interpol a informé les médias de la disparition de Carolina, déclenchant une recherche frénétique pour reconstituer son parcours à travers l'Outback.
Les images de vidéosurveillance, principalement capturées dans des stations-service de la région, ont permis de retracer ses déplacements au cours des jours précédents. Une semaine avant sa disparition, elle a été vue dans une station-service à Toudia, à environ 86 km au nord-est de Perth. Le lendemain, elle a été aperçue dans la petite ville de Beacon, un endroit qui ne compte que 5 habitants. À chaque nouvelle vidéo, les enquêteurs ont vite constaté que chaque lieu où Carolina apparaissait était plus isolé que le précédent. Les images de vidéosurveillance la montrant à la station-service le 29 juin allaient s'avérer être la dernière fois qu'on l'a vue. L'écart entre cette dernière apparition et le moment où Carolina a été signalée disparue a donné aux enquêteurs une période approximative et une zone à fouiller. Elle avait disparu entre le 29 juin et le 2 juillet quelque part au milieu de l'outback australien. Les détails vagues allaient s'avérer très problématiques, mais quelque chose de plus urgent préoccupait tout le monde. L'outback reste inhospitalier, même dans les meilleures conditions. Partout où vous regardez, un désert infini s'étend sans repère, avec très peu de présence humaine sur des centaines de kilomètres. En été, les températures diurnes peuvent facilement atteindre 40 degrés Celsius, soit 100 degrés Fahrenheit, ce qui peut entraîner la déshydratation, l'insolation et la mort en quelques heures. Mais Carolina était là-bas en hiver, et c'était sans doute encore pire. Alors que les journées sont plus douces, les nuits peuvent chuter brusquement jusqu'à frôler le gel, ce qui signifie que vous faites face non seulement à la déshydratation pendant la journée, mais aussi à l'hypothermie la nuit. Le seul espoir pour quelqu'un dans cette situation est de rester près de son véhicule, car il offre de l'ombre, des provisions, et il peut être repéré d'en haut par les équipes de recherche et de sauvetage. Malheureusement, les jours ont passé sans la moindre trace du van distinctif que Carolina conduisait, malgré des milliers d'hectares fouillés sans succès. Chaque jour rendait de moins en moins probable que Carolina soit retrouvée vivante. Après 10 jours de recherche, une avancée a eu lieu. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à ce que leur succès les conduise à leur découverte la plus troublante. Le 10 juillet, 10 jours après la dernière apparition de sa propriétaire, la camionnette de Carolina a été retrouvée accidentée dans un fossé, couverte d'herbe et très endommagée. Pour les parents de Carolina, en voyage vers l'Australie pendant les recherches, cette découverte fut leur première bonne nouvelle depuis des semaines. Carolina était une voyageuse expérimentée, bien habituée aux dangers du bush australien. Lorsque le van a été découvert, ils étaient persuadés qu'on la retrouverait à l'intérieur, mais ce ne fut pas le cas. Inexplicablement, Carolina était introuvable. Même quand les recherches s'éloignaient de la scène de l'accident, certains pensaient qu'elle était restée dans la voiture plusieurs jours, ne la quittant qu'après avoir perdu espoir d'être secourue. Certains évoquaient son étrange périple, insinuant que Carolina avait dès le départ prévu de disparaître dans l'outback. Mais l'explication la plus impensable était celle que personne ne voulait croire. Carolina avait commencé son voyage seule, mais si elle avait croisé quelqu'un en chemin, il n'y avait personne d'autre dans un rayon de 100 miles. L'affaire semble devoir se conclure de la même manière que nos précédentes. Cependant, toutes les enquêtes sur des personnes disparues ne se terminent pas par un échec. Au 11e jour, Carolina a été vue par hasard par un conducteur alors qu'elle marchait et faisait signe sur une route. Carolina a été immédiatement transportée en hélicoptère à l'hôpital où elle a été soignée pour déshydratation et blessures subies durant son épreuve. Interrogée sur l'incident, Carolina a déclaré avoir perdu le contrôle de la camionnette et s'être violemment cogné la tête. Désorientée après l'accident, elle avait marché plus de 30 km dans la nature sauvage, abandonnant toutes ses provisions et ses vêtements. Pendant les 11 jours où elle a disparu, elle a survécu en buvant de l'eau de pluie et de l'eau des flaques. Quand elle a été retrouvée, elle était sous-alimentée, sans chaussures et disait avoir perdu espoir d'être retrouvée. Son histoire illustre la dangerosité de l'outback et prouve que les recherches peuvent réussir même quand l'espoir semble perdu. Cependant, aussi remarquable que soit la survie de Carolina, toutes les histoires ne se terminent pas ainsi. Numéro 1. Cette dernière affaire est encore en cours, et ce que l'on sait jusqu'à présent soulève de sérieuses questions. Une femme de 84 ans a disparu sans laisser de traces. En examinant les images de la caméra de sa sonnette, la police a découvert une vérité bien pire que prévu. En janvier 2026, Nancy Guthrie vivait seule chez elle dans Catalina Foothills, juste à l'extérieur de Tucson, en Arizona. Elle y avait vécu plus de 50 ans, assez longtemps pour voir ses enfants grandir et réussir leur vie. Malgré la mort prématurée de leur père en 1988, Nancy, femme vive et indépendante, n'a pas assisté à un événement religieux diffusé en direct le lendemain matin, suscitant de l'inquiétude. Dès qu'ils ont remarqué son absence, un membre de son église a contacté la famille de Nancy pour les en informer, ce qui les a poussés à se rendre chez elle dans la soirée du 31 janvier. Aussi indépendante soit-elle, Nancy était connue pour ses problèmes chroniques limitant sa mobilité.
Si elle avait oublié de prendre ses médicaments ou si quelque chose l'avait empêché d'accéder à ses appareils, son absence de la diffusion en direct aurait pu s'expliquer simplement, mais la vérité s'est révélée bien plus troublante. Lorsque sa famille est arrivée chez elle, Nancy était introuvable. Constatant vite un problème, la famille a appelé le 911 pour signaler la disparition de Nancy au bureau du shérif du comté de Pima. Les agents du shérif arrivés sur les lieux ont partagé l'interprétation de la famille. Les affaires personnelles et le téléphone de Nancy ont été retrouvés dans la maison, sans signe qu'elle soit partie. De plus, ses problèmes de mobilité ont accru l'inquiétude, car il était extrêmement improbable qu'elle ait quitté la propriété sans accompagnement. Avec tout cela à l'esprit, l'issue semblait encore plus sombre. Une femme de 84 ans avait disparu au beau milieu de la nuit et tout indiquait que quelqu'un l'avait emmenée. Mais malgré tout, la question demeurait, qui s'en prendrait à une femme âgée? Très vite, les théories ont commencé à fuser. Voyez-vous, Nancy n'était pas une femme ordinaire. Elle était la mère de Savannah Guthrie, présentatrice de NBC News, l'une des journalistes les plus connues de tous les États-Unis. Il ne pouvait pas en être certain, mais une tentative d'extorquer de l'argent à Savannah en kidnappant sa mère était la seule explication qui semblait avoir un sens. Malheureusement, les enquêteurs devaient tout de même repartir du début s'ils voulaient avoir la moindre chance de la retrouver. Ils ont donc commencé à reconstituer une chronologie, pièce par pièce, afin d'obtenir une image plus claire de la nuit précédente, qui se présente comme suit. À 17h32, Nancy a pris un Uber pour se rendre chez son autre fille, Annie, pour le dîner, où étaient au présent Annie et son mari, Tommaso. Ce dernier a raccompagné Nancy chez elle juste avant 22h. Plus tard dans la soirée, Tommaso se souvient avoir vu la porte du garage de Nancy se refermer en partant. Pour lui, il l'avait laissée saine et sauve. Bien sûr, ce n'était que le début, car le lendemain, lorsque sa disparition a été signalée, Nancy avait déjà disparu depuis plus de 10 heures. Au début, la police n'avait pas plus d'informations sur ce qui s'était passé pendant cette période. Rien dans la maison ne les rapprochait d'un suspect. Ils savaient seulement que Nancy ne pouvait pas marcher 50 mètres sans aide, donc elle n'avait pas pu le faire seule. Alors que l'enquête semblait sur le point de s'enliser, les policiers sont tombés sur quelque chose qui a encore plus éveillé leurs soupçons. À 1h47 du matin, la caméra de la sonnette chez Nancy a été déconnectée par une personne portant un masque et des gants. 25 minutes plus tard, un mouvement a de nouveau été détecté devant la porte. On ignore ce qui s'est passé, mais 15 minutes plus tard, le pacemaker de Nancy n'a pas transmis, indiquant qu'elle aurait été sortie de la maison pendant ce court laps de temps. Les enquêteurs avaient de forts soupçons car ils avaient déjà vu ce genre de situation auparavant. Dans certaines régions d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud, les enlèvements contre rançon sont plus fréquents et attirent l'attention mondiale en raison de leur forte médiatisation et de leur caractère extrêmement périlleux. Cependant, la disparition de Nancy avait eu lieu aux États-Unis, à une époque et dans un endroit où la surveillance représentait un risque important. C'est pour cette raison que la nouvelle a captivé la nation dès sa divulgation à la presse. Les photos de Nancy et de sa fille Savannah étaient affichées sur les chaînes de télévision partout aux États-Unis. Au début, ils relatèrent les faits connus, mais avec les nouveaux développements, leur couverture est devenue essentielle pour l'évolution de l'affaire. Le 2 février, 2 jours après la disparition de Nancy, la station locale de CBS, en Arizona, a rapporté avoir reçu une lettre de rançon exigeant un paiement en échange de la libération de la captive. La lettre de rançon contenait des détails précis sur la maison de Nancy et sur les vêtements qu'elle portait la nuit en question. À la fin était jointe la demande du ravisseur, des millions de dollars en bitcoin, à envoyer vers un portefeuille spécifique avant une date limite qui n'a jamais été révélée. Une autre lettre a été envoyée 3 jours plus tard au fondateur de TMZ, affirmant que Nancy était toujours en vie, bien qu'elle soit effrayée et consciente des exigences formulées. Cependant, ce même jour, un homme de Californie a été arrêté après des allégations selon lesquelles il s'était fait passer pour le ravisseur afin de réclamer une rançon. Du point de vue de la famille Guthrie, cela a remis en question la validité de toute la correspondance jusqu'à présent et a potentiellement provoqué la confusion qui allait survenir dans les jours suivants, ce qui a failli faire éclater toute l'affaire. La confusion a débuté avec la première déclaration publique de Savannah, la fille de Nancy. Le 4 février, elle est apparue aux côtés de ses frères et sœurs, Annie et Cameron, déclarant directement au ravisseur de sa mère que la famille était prête à discuter et qu'il paierait pour la récupérer. Le lendemain, la demande de rançon s'élevait apparemment à 6 millions de dollars avec une échéance fixée à 17 heures le jour suivant. Malheureusement, c'est à ce moment-là que la confusion a commencé.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre l'intervention publique de la famille le 7 février et la date limite fixée 2 jours plus tard, le 9 février, mais il semble qu'aucun argent n'ait été échangé et que Nancy soit restée entre les mains de son ravisseur. Les semaines suivantes ont passé sans avancée notable. Une fausse alerte a eu lieu après la découverte de gants similaires à ceux du ravisseur près de la maison de Nancy. Les analyses ADN n'ont rien donné dans la base du FBI. 2 semaines après, on a découvert qu'ils appartenaient à un employé d'un restaurant voisin non impliqué dans l'affaire. De loin, le principal objectif de tous les efforts d'enquête était d'analyser le comportement tordu de l'homme responsable. En plus des images de la caméra de la sonnette diffusées au public, il a été découvert que l'individu masqué avait surveillé la propriété dans les jours précédant l'enlèvement. Si ce n'était pas déjà assez clair, cela confirmait presque la nature préméditée de l'acte, révélant peut-être l'aspect le plus effrayant de toute l'affaire. L'intention est le point commun qui rend ces affaires de personnes disparues si terrifiantes. Les gens peuvent disparaître sans trace, mais quand la menace cachée apparaît au grand jour, il devient impossible de prétendre à un simple accident. Au moment où j'enregistre, l'affaire Nancy Guthrie est toujours en cours et la police ne semble pas plus proche de trouver des réponses. La famille de Nancy offre $1 million pour toute information permettant le retour sain et sauf de leur mère. Si vous êtes curieux de découvrir cette facette de moi, mon album Sawiskara est disponible en streaming partout maintenant. Le lien se trouve dans la description. C'était le podcast Chills. Merci beaucoup de votre écoute. Veuillez me suivre sur Instagram à DylanishChillinYT avec des tirets bas à la place des espaces, sur X à YT-Chills et sur TikTok à Chills. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Alexandre et Karina. À la prochaine, au revoir.